La famille de ta sœur a la chambre d'amis. Vous pouvez dormir par terre. Maman nous a jeté 2 sacs de couchage à moi et à ma fille de 5 ans. Ma sœur a ri, tu aurais dû réserver un hôtel. J'ai regardé mes enfants agenouillés. J'ai murmuré, colisagez vos affaires, mes bébés. Nous sommes partis à 22 heures. 2 jours plus tard, maman a découvert ce que j'avais annulé en silence. 83 appels manqués. Je m'appelle Elena Marsh. J'avais 35 ans lorsque ma mère a jeté 2 sacs de couchage sur le sol devant moi et mes enfants. La famille de ta sœur a la chambre d'amis, a-t-elle dit. Tu peux dormir par terre. Un sac de couchage est tombé près de mes chaussures. L'autre a glissé sur le parquet et s'est arrêté à côté de ma fille de 5 ans, Lucie. Elle s'est immédiatement agenouillée et y a posé les 2 mains comme si ma mère lui avait offert un cadeau qu'elle était censée apprécier. Mon fils de 8 ans, Caleb, n'a pas touché l'autre sac. Il a regardé le couloir menant aux chambres, puis ma sœur aînée, Brooke, et enfin moi. Il avait compris ce qui s'était passé avant Lucie. Le mari de Brooke, Trevor, avait déjà porté leur bagage dans la chambre d'amis. Leur fils de 12 ans, Mason, s'était vu attribuer le lit de jour dans le bureau de ma mère. Brooke se tenait près de l'escalier, un verre de vin à la main, parfaitement à l'aise avec cet arrangement. Il y avait 3 vrais lits disponibles dans la maison. La famille de Brooke les avait tous reçus. Mes enfants avaient eu le sol, et j'étais apparemment censé me fabriquer un lit avec les coussins détachés du salon de ma mère. J'ai fixé les sacs de couchage pendant un moment, attendant que ma mère rie et admette qu'il s'agissait d'une plaisanterie cruelle. Elle ne l'a pas fait. Maman, ai-je dit en gardant une voix calme. Lucie a 5 ans. Caleb en a 8. Tu nous as invités à rester ici. Et vous restez ici, a-t-elle répondu. Le salon est parfaitement confortable. Il n'y a pas de lit dans le salon. Tu as déjà dormi sur des canapés par le passé. J'ai regardé Brooke. Je lui ai donné l'occasion de dire quelque chose, d'offrir le bureau, de suggérer que les enfants partagent le lit de jour, ou d'admettre que cet arrangement était injuste. Au lieu de cela, elle a ri. Tu aurais dû réserver un hôtel. Trevor a baissé les yeux. Il savait que c'était mal, mais le silence était sa façon de survivre à son mariage avec Brooke. Mason n'avait rien à voir avec cette décision, alors j'ai refusé de laisser ma colère se poser sur lui. Ma mère a croisé les bras. Brooke et Trevor ont besoin d'intimité, a-t-elle dit. Et Mason est trop grand pour dormir par terre. Donc Caleb ne l'est pas, tu dois toujours tout rendre difficile, Elena. Cette phrase m'a presque fait rire. J'avais conduit plus de 3 heures depuis Charlotte avec 2 enfants, un coffre plein de nourriture et des cadeaux pour le week-end de retraite auquel ma mère avait insisté pour que toute la famille assiste. Je me préparais aussi à faire quelque chose pour elle qui reporterait l'un des projets les plus importants que j'ai jamais fait pour mes enfants. Mais selon ma mère, c'était moi qui rendais les choses difficiles. Lucie a commencé à dérouler son sac de couchage. Maman, est-ce que Caleb peut dormir à côté de moi? Sa voix était calme. Il n'y avait pas de colère en elle. C'était ce qui faisait le plus mal. Elle s'adaptait déjà. Elle apprenait déjà à se faire plus petite pour que les adultes autour d'elle restent confortables. Caleb s'est agenouillé à côté d'elle et l'a aidé à redresser le tissu. Il ne s'est pas plaint parce qu'il avait appris de moi. Il m'avait vu absorber le manque de respect de ma famille et appeler cela de la patience. Il m'avait vu rester silencieuse pour que les réunions restent paisibles. Maintenant, mes 2 enfants étaient agenouillés sur le sol de ma mère, acceptant la position qu'elle leur avait assignée. Je pouvais tolérer que ma mère me néglige. Je l'avais fait pendant la majeure partie de ma vie. Ce que je ne pouvais pas tolérer, c'était de voir cette leçon passer à une autre génération. Je me suis tourné vers ma mère. Je te le demande une dernière fois. Attends-tu vraiment de mes enfants qu'ils dorment sur ce sol pendant que la famille de Brooke prend tous les lits disponibles? Son expression s'est durcie. J'ai déjà fait les arrangements. Arrête de créer du drame devant les enfants. C'était sa réponse. J'ai traversé la pièce et j'ai enroulé à nouveau les sacs de couchage. Brooke a soupiré de manière dramatique. Oh, allez. Ce n'est que pour un week-end. Pour toi, ai-je dit. Pour eux, c'est un message. Ma mère a secoué la tête. Ce sont des enfants. Ils ne pensent pas comme ça à moins que tu ne le leur apprennes. Le visage de Caleb a changé quand elle a dit cela.
Il comprenait chaque mot. Je me suis agenouillé entre mes enfants et j'ai gardé une voix douce. Préparez vos affaires, mes chéris. Lucie avait l'air confuse. On rentre à la maison? Pas ce soir, mais nous ne dormons pas ici. Ma mère a fait un pas vers moi. Elena, ne sois pas ridicule. J'ai rassemblé nos sacs sans me disputer. Caleb a porté son sac à dos et a tenu la main de Lucie pendant que je déplaçais tout vers la porte d'entrée. Personne ne leur a offert de lit. Personne ne leur a demandé de rester. Brooke a regardé comme si mon départ était un inconvénient qu'elle avait prédit. Trevor est resté silencieux. Ma mère m'a suivi sur le porche, insistant sur le fait que je la faisais honte devant la famille. J'ai chargé le dernier sac dans le coffre et j'ai attaché les 2 enfants sur la banquette arrière. Il était environ 22 heures quand je me suis éloigné de la maison de ma mère. Elle pensait que je me calmerais pendant la nuit. Elle pensait que j'appellerais le lendemain matin, que je m'excuserais d'avoir surréagi et que je poursuivrais l'engagement financier que j'avais pris. Elle avait passé des années à m'apprendre qu'être la fille fiable signifiait résoudre chaque crise, même quand je n'avais joué aucun rôle dans sa création. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que voir Lucie s'agenouiller à côté de ce sac de couchage avait changé quelque chose en moi. Avant que la nuit ne se termine, j'allais annuler silencieusement la seule chose que ma mère pensait ne jamais pouvoir perdre. Elle ne découvrirait ce que j'avais fait que 2 jours plus tard. Au moment où je regarderais mon téléphone, j'aurais 83 appels manqués de sa part. Avant d'expliquer ce que j'ai annulé et pourquoi le perdre terrifiait ma mère plus que de voir ses petits-enfants partir, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et aimez cette vidéo. Si vous avez déjà été censé maintenir la paix pendant que quelqu'un d'autre continuait de franchir la ligne, alors vous comprenez déjà pourquoi cette histoire compte. Pour comprendre comment 2 sacs de couchage ont amené ma famille à ce point, je dois vous ramener au rôle que j'avais occupé pendant la majeure partie de ma vie. Brooke avait 3 ans de plus que moi et, dès l'enfance, elle savait comment commander une pièce. Elle était charmante, expressive et ambitieuse. Elle pouvait transformer une petite réussite en célébration familiale et une mauvaise décision en une crise que tout le monde était censé l'aider à résoudre. Ma mère admirait cela chez elle. Dana Whitmore, notre mère, aimait les accomplissements que les gens pouvaient voir. Elle aimait les photographies, les annonces, les compliments des voisins et les histoires qu'elle pouvait répéter aux parents. Brooke lui donnait beaucoup de ces histoires. J'étais différente. J'étais calme. Je planifiais avant d'agir. Je demandais rarement de l'aide parce que j'avais appris tôt que demander créait de la déception, tandis que résoudre un problème créait de l'approbation. Si Brooke était la fille que ma mère célébrait, j'étais la fille sur laquelle elle comptait. Quand quelque chose devait être organisé, Dana m'appelait. Quand une facture la rendait confuse, elle me l'envoyait. Quand Brooke essuyait un autre revers temporaire, ma mère me demandait si je pouvais l'aider. Dana m'appelait souvent ça, fille forte. Pendant des années, j'ai confondu cette description avec de l'affection. Finalement, j'ai compris ce que cela signifiait. Les filles fortes étaient censées avoir besoin de moins, pardonner plus vite et contribuer davantage. Brooke recevait de la protection parce que tout le monde la décrivait comme sensible. Je recevais des responsabilités parce que tout le monde me décrivait comme capable. Ce schéma nous a suivis jusqu'à l'âge adulte. Brooke a ouvert une boutique de décoration intérieure et a rempli les réseaux sociaux de photographies qui la faisaient paraître florissante. Ma mère partageait chaque publication et parlait de Brooke comme d'une entrepreneur. Je suis devenue directrice des opérations pour un distributeur régional de dispositifs médicaux. Mon travail était stable, exigeant et largement invisible pour ma famille. Dana avait du mal à expliquer ce que je faisais, alors elle le réduisait généralement à « Elena travaille dans un bureau ». Cela ne m'a jamais dérangé autant que cela aurait probablement dû. Je n'étais pas intéressé à impressionner la famille. Après mon divorce, mes priorités sont devenues encore plus simples, garder Caleb et Lucie en sécurité, rester à l'écart des dettes inutiles et construire le genre de foyer stable que j'avais toujours voulu pour eux. Pendant des années, j'ai économisé soigneusement pour ce foyer. Chaque prime, remboursement d'impôts et montant restant après nos dépenses mensuelles allaient sur le même compte. Je voulais un logement modeste de 3 chambres où Caleb et Lucie pourraient chacun avoir une chambre. Il ne s'agissait pas de luxe. Il s'agissait de permanence. Je voulais que mes enfants sachent qu'ils avaient un endroit qui leur appartenait, un endroit qu'aucun parent ne pouvait leur enlever ou réattribuer selon qui comptait le plus ce week-end-là. Ma mère connaissait ses économies.
Elle savait aussi que j'avais du mal à lui refuser quelque chose lorsqu'elle disait que la famille avait besoin de moi. Dana avait récemment pris sa retraite de son poste de coordinatrice administrative dans un district scolaire public. Elle avait passé plus de 20 ans à façonner son identité autour de la maison près de Wilmington où Brooke et moi avions grandi. La maison était plus qu'une propriété pour elle. C'était la preuve qu'elle avait construit une vie respectable. C'était laquelle organisait les anniversaires, les dîners de retraite et chaque réunion de famille qui lui permettait de se tenir au centre de la pièce. Mais sous les photographies soignées et le jardin de devant soigneusement entretenu, ma mère avait peur. Elle avait pris des décisions financières qu'elle ne m'avait pas pleinement expliquées. Quelque chose avait mal tourné. Une date limite approchait et la maison était soudainement en danger. Au début, Dana a décrit cela comme un problème temporaire de trésorerie. Puis elle m'a appelé en pleurant. « Elena, je ne te demanderai pas s'il y avait une autre solution. » Ces mots avaient fonctionné sur moi auparavant. Ils fonctionnaient parce qu'elle savait exactement quelle partie de moi atteindre, la fille qui croyait que posséder la capacité d'aider créait l'obligation de le faire. J'ai posé des questions. J'ai examiné les informations qu'elle m'avait données. J'ai compris qu'aider retarderait mon projet pour Caleb et Lucie. Mais j'ai aussi compris ce que perdre cette maison signifierait pour elle. J'ai donc accepté de prendre un engagement financier substantiel. Dana a pleuré de soulagement. « Tu as toujours été celle sur qui je pouvais compter », m'a-t-elle dit. Je voulais entendre de l'amour dans ses mots. Au lieu de cela, ce qu'elle m'avait donné, c'était une fiche de poste. Quelques semaines plus tard, elle nous a tous invités à passer le week-end à la maison et à célébrer sa retraite comme il se doit. Elle a dit que ce serait bien d'avoir ses filles et ses petits-enfants sous le même toit. J'ai failli refuser. Les longs week-ends avec Brooke se terminaient généralement par mon travail pendant qu'elle acceptait les éloges. Mais Dana semblait exceptionnellement chaleureuse, et une partie de moi espérait que l'aide que je lui apportais avait changé quelque chose entre nous. Peut-être, pensais-je, comprenait-elle enfin ce que mes sacrifices me coûtaient. Peut-être que cette fois, mes enfants et moi arriverions en tant que famille plutôt qu'en tant que personnes censées s'adapter autour de tous les autres. Avant le voyage, Dana m'a contacté plus d'une fois pour confirmer que l'aide que j'avais promise venait toujours. Chaque fois, je lui ai dit oui. Elle ne m'a jamais contacté pour me demander ce dont mes enfants avaient besoin pour le week-end. Cela aurait dû m'avertir, mais j'ai fait nos bagages, chargé la voiture et conduit vers Wilmington, croyant que j'aidais ma mère à préserver l'endroit qu'elle appelait notre maison familiale. Je n'avais aucune idée qu'avant la fin du week-end, elle me montrerait exactement qui cette maison était censée protéger et qui elle s'attendait à voir dormir sur le sol. Nous avons atteint la maison de ma mère en fin d'après-midi le vendredi. Dana attendait sur le porche quand je me suis garé dans l'allée. Elle a fait un signe d'enthousiasme à Caleb et Lucie, mais au moment où j'ai ouvert le coffre, elle a jeté un coup d'œil par-dessus leur sac de nuit et s'est concentrée sur les récipients isothermes que j'avais apportés. « Tu t'es souvenu de la nourriture ?» a-t-elle dit avec soulagement. « Je te l'avais dit. Je savais que je pouvais compter sur toi. » Il y avait encore ces mots. Brooke et sa famille étaient arrivés 2 heures plus tôt. Leur bagage était déjà à l'étage et la console de jeux de Mason avait été installée dans le bureau. Brooke est sorti juste assez longtemps pour annoncer que le trajet l'avait épuisé avant de me laisser tout porter à l'intérieur. Caleb a pris l'un des sacs les plus légers sans qu'on lui demande. Lucie a porté le cadeau qu'elle avait choisi pour Dana, un cadre photo décoré de fleurs peintes. « Mamie, j'ai fait ça pour ta photo de retraite. » Dana l'a accepté, a embrassé le front de Lucie et l'a posé sur une table près de la porte. « C'est très joli, ma chérie. » Lucie a attendu qu'elle l'ouvre correctement ou pose des questions sur les fleurs. Dana appelait déjà vers la cuisine pour demander si j'avais apporté le dessert qu'elle avait demandé. J'ai remarqué la déception de Lucie, mais j'ai fait ce que j'avais toujours fait, je l'ai réorienté. « Pourquoi ne m'aides-tu pas à ranger la nourriture ?» Pendant les premières heures, le week-end semblait presque normal. Dana se déplaçait dans la maison, disposant les plats de service et parlant des parents qui viendraient l'après-midi suivant. Brooke était assise au comptoir de la cuisine en buvant du vin pendant que je préparais le dîner. Trevor regardait la télévision avec Mason. Caleb divertissait Lucie dans le salon. De temps en temps, Dana s'arrêtait à côté de moi et baissait la voix. « Tout est toujours arrangé pour lundi, n'est-ce pas ?» Elle voulait parler du virement. « Oui, ai-je dit la première fois. » 1 heure plus tard, elle a redemandé. « La banque ne retardera rien, n'est-ce pas ? C'est programmé. »
Après le dîner, elle m'a suivi dans la cuisine pendant que je chargeais le lave-vaisselle. Tu es sûr que l'argent sera disponible avant la date limite? Oui, maman. Elle a expiré et m'a touché l'épaule. Tu n'as pas idée d'à quel point cela me donne de la tranquillité d'esprit. À ce moment-là, je croyais encore que je l'aidais à préserver notre maison familiale. Puis l'heure de se coucher a approché. Brooke a annoncé qu'elle et Trevor étaient fatigués et est monté à l'étage. Mason a disparu dans le bureau. J'ai demandé à Dana où elle voulait que je mette nos sacs. C'est alors qu'elle a sorti les sacs de couchage. Tout ce qui s'est passé ensuite s'est déroulé exactement comme je l'ai décrit, le sol, le rire de Brooke, le refus de Dana de revenir sur sa décision, Lucie s'agenouillant et Caleb me regardant pour voir si j'allais l'accepter. À 22h, mes enfants et moi étions de retour dans la voiture. Pendant les 15 premières minutes après le départ, aucun des enfants n'a parlé. La route était sombre et inconnue. J'ai gardé les deux mains sur le volant pendant que mon téléphone vibrait dans le porte-gobelet. Dana a appelé 2 fois. Brooke a envoyé un message, « Tu gâches toujours tout ». J'ai retourné le téléphone face contre table. « Maman », a dit Lucie depuis la banquette arrière. « Oui, bébé. » Est-ce que mamie était fâchée parce qu'on est venu? La question a frappé plus fort que tout ce que Dana ou Brooke avaient dit. « Non, vous n'avez rien fait de mal. » Alors pourquoi on ne pouvait pas avoir de lit? Je l'ai regardé dans le rétroviseur. Elle tenait le cadre photo qu'elle avait fait pour Dana. Dans la confusion, elle l'avait ramassé sur la table et le ramenait dehors. Je ne sais pas pourquoi mamie a fait ce choix, ai-je dit. Mais ce n'était pas parce que tu as fait quelque chose de mal. Caleb a fixé sa fenêtre. Elle préfère Mason. Caleb. C'est vrai. Il ne l'a pas dit avec colère. Il l'a dit comme quelqu'un qui confirme une observation. Elle le laisse toujours choisir en premier. Il a les grands cadeaux d'anniversaire. Elle met ses photos dans le salon. La photo de Lucie était près de la porte. J'avais passé des années à me dire que les enfants ne remarquaient pas le favoritisme de Dana. Ce mensonge m'avait protégé d'une décision difficile. Il ne les avait jamais protégés, eux. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu te sentais comme ça? Il a haussé les épaules. Je pensais que ça te rendrait triste. Mon fils de 8 ans m'avait protégé de la vérité sur ma propre famille. Cette prise de conscience m'a rempli de honte. Tu n'as jamais à cacher quelque chose d'injuste pour me protéger, lui ai-je dit. Ce n'est pas ta responsabilité. Est-ce qu'on y retourne demain? Non. Lucie s'est penchée en avant contre sa ceinture de sécurité. Est-ce qu'on a des ennuis? Non, ma chérie. Nous partons parce que vous méritez un endroit sûr et confortable pour dormir. Ses épaules se sont légèrement détendues. J'ai trouvé un hôtel avec une chambre disponible et je me suis garé sur le parking. La chambre avait 2 lits, des draps propres et une petite table près de la fenêtre. Rien d'exceptionnel. Pour mes enfants, cela avait l'air magnifique. Lucie a rebondi une fois sur le matelas avant de se rappeler qu'elle était fatiguée. Caleb a vérifié le verrou de la porte, a posé son sac à dos à côté d'un lit et a demandé si Lucie pouvait dormir avec lui. Je les ai aidés à se changer, j'ai éteint la lumière principale et j'ai laissé la lumière de la salle de bain éclairer à travers la porte entr'ouverte. En 20 minutes, Lucie s'est endormie. Caleb est resté éveillé. Maman. Oui. Es-tu fâché contre mamie? Je suis déçu d'elle. C'est différent? Il a réfléchi à cela pendant un moment. Est-ce qu'on est toujours une famille si on n'y retourne pas? Je me suis assise sur le bord du lit. Oui, mais être une famille ne veut pas dire qu'on doit rester là où les gens nous traitent mal. Mamie dit que la famille pardonne. Le pardon et la permission, ce n'est pas la même chose. Il a hoché la tête comme s'il classait la phrase pour plus tard. Lorsque sa respiration s'est enfin ralentie, je me suis déplacé vers la petite table près de la fenêtre et j'ai ouvert mon application bancaire. Le virement programmé était listé sous mon solde de compte, 58 600 $. Pendant des années, j'avais économisé cet argent pour une maison pour Caleb et Lucie. Cela représentait des vacances reportées, des voitures plus anciennes, des repas emportés, des primes que je n'avais jamais dépensées et des centaines de décisions ordinaires que personne dans ma famille n'avait vues. Dana savait ce que ces économies représentaient. Elle savait aussi que j'avais accepté d'en céder la majeure partie parce qu'elle disait que perdre la maison la détruirait.
Le virement devait être traité le lundi matin. Il n'avait pas encore quitté mon compte. Un bouton en dessous indiquait « Annuler le virement programmé ». J'ai fixé ce bouton pendant plusieurs minutes. Ma colère me disait d'appuyer dessus immédiatement. Mon conditionnement me disait que me comporter ainsi me rendrait responsable de tout ce qui suivrait. Ce qui m'a finalement guidé, ce ne fut ni la colère ni la culpabilité. Ce fut la question de Lucie, pourquoi on ne pouvait pas avoir de lit. Dana s'attendait à ce que je retarde une maison pour mes enfants afin qu'elle puisse préserver la sienne. Pourtant, à l'intérieur de la maison que j'aidais à sauver, mes enfants avaient eu droit au sol. Le virement financier et l'attribution des lits n'étaient pas des questions distinctes. C'étaient les expressions de la même croyance, le confort de Brooke venait en premier, les choix de Dana venaient en second, mes ressources couvraient tout ce qui restait, et mes enfants s'adaptaient. Cet arrangement avait survécu parce que je continuais d'y coopérer. J'ai sélectionné l'option d'annulation. L'application m'a demandé si j'étais certaine. J'ai regardé vers le lit où Caleb et Lucie dormaient. Puis j'ai confirmé. Un message est apparu, virement programmé annulé. J'ai enregistré la confirmation, fermé l'application et posé mon téléphone sur la table. Je n'ai pas appelé Dana. Je ne l'ai pas menacée avec l'annulation. Je n'ai pas proposé de restituer l'argent en échange d'excuses. Si j'avais fait l'une de ces choses, le virement serait resté un moyen de pression dans une dispute. Je n'étais pas intéressé à gagner une dispute. Je retirais ma participation. Le soulagement est venu en premier. Il a duré peut-être 30 secondes. Puis la culpabilité est arrivée. Mon esprit a produit toutes les conséquences possibles, Dana debout devant la maison sans nulle part où aller, les proches me blâmant, Brooke disant à tout le monde que j'avais puni notre mère pour un sac de couchage, mon père, s'il avait été encore en vie. Me demandant pourquoi j'avais laissé la maison familiale disparaître. J'ai rouvert l'application bancaire. L'annulation ne pouvait être inversée qu'en créant et en autorisant un nouveau virement. Mon pouce a survolé l'écran. Puis Lucie s'est retournée dans son sommeil et a tendu la main vers Caleb. Il s'est rapproché sans se réveiller. J'ai fermé l'application. Le lendemain matin, nous sommes rentrés à Charlotte. J'ai gardé un week-end simple. Nous avons pris le petit déjeuner, nous sommes rentrés à la maison, nous avons déballé et nous avons passé l'après-midi à regarder des films. Dana a envoyé plusieurs messages, tu as fait ton effet. Les enfants auraient très bien dormi. Appelle-moi quand tu seras prête à te comporter comme une adulte. Elle n'a jamais demandé si Caleb et Lucie allaient bien. Les messages de Brooke étaient moins retenus, maman a pleuré toute la nuit à cause de toi. Tu l'as humiliée dans sa propre maison. Personne ne t'a dit de partir. La troisième affirmation était techniquement vraie. Personne ne nous avait dit de partir. Ils avaient seulement rendu le fait de rester humiliant. J'ai mis les deux conversations en sourdine. Le lundi matin est arrivé, le jour où le virement devait être traité. Je suis allé travailler, j'ai examiné des rapports d'inventaire, j'ai assisté à 2 réunions et je n'ai vérifié mon téléphone qu'au déjeuner. Il n'y avait aucun message concernant l'argent. Pendant un moment, je me suis demandé si Dana avait trouvé une autre solution. Cette pensée m'a apporté du soulagement, suivi d'une légère douleur. Une partie de moi voulait toujours qu'elle résolve le problème, m'appelle et dise qu'elle comprenait pourquoi je m'étais retiré. Mais Dana avait passé des années à supposer que mes promesses étaient plus fiables que sa propre planification. Elle n'avait aucune raison de vérifier le virement avant que le prêteur n'attende l'argent. Le mardi s'est déroulé calmement aussi. À la maison, Caleb a demandé si Dana avait appelé pour s'excuser. Non. Est-ce qu'elle va le faire? Je ne sais pas, Lucie voulait savoir si mamie avait toujours son cadre photo. Je lui ai dit que je n'en étais pas sûr. Ce soir-là, après que les enfants furent endormis, j'ai trouvé le cadre sur le comptoir de la cuisine où Lucie l'avait laissé après notre retour. Je l'ai déplacé dans sa chambre. Mercredi matin, 2 jours après la date à laquelle le virement aurait dû être traité, je faisais une présentation sur la distribution quand mon téléphone a commencé à vibrer une fois, puis à nouveau, puis plusieurs fois d'affilée rapidement. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran, Dana. Je l'ai mis en sourdine et j'ai continué à parler. À la fin de la réunion, 40 minutes plus tard, j'avais 17 appels manqués. Il y avait 11 messages vocaux. Le premier semblait confus, Elena, appelle-moi quand tu auras ça. La banque dit que le virement n'est pas arrivé.
Le deuxième semblait impatient, j'ai besoin que tu vérifies ton compte. Quelque chose ne va pas, au quatrième message, elle savait, Elena, cela dit que tu l'as annulé. Je ne comprends pas pourquoi tu ferais une chose pareille sans me parler. Au septième, la confusion était devenue de l'accusation, tu ne peux pas jouer avec ça. C'est ma maison. Le dixième message contenait la première teinte de peur, s'il te plaît, appelle-moi. Le prêteur a besoin des fonds. J'ai une date limite. Le onzième est revenu à l'autorité, tu dois régler ça aujourd'hui. J'ai posé le téléphone face contre table sur mon bureau. Il a continué de vibrer. À l'heure du déjeuner, Dana avait appelé 39 fois. Brooke avait appelé 12 fois, mais je n'ai pas compté les siens. Le chiffre qui resterait gravé en moi appartenait à Dana seule. Au début, j'ai pensé que la répétition montrait de la panique. Puis j'ai remarqué le schéma. Chaque fois qu'une tactique échouait, Dana en changeait. Elle m'ordonnait d'appeler. Elle me rappelait qu'elle était ma mère. Elle m'accusait de l'humilier. Elle disait que la famille de Brooke avait eu besoin de la chambre d'amis parce que Trevor travaillait de longues heures. Elle disait que les enfants aimaient les sacs de couchage. Elle insistait sur le fait que Lucy ne se souviendrait même pas du week-end. Puis elle a dit que je mettais en danger une femme à la retraite pour un malentendu. À 16 heures, elle a mentionné Caleb et Lucy pour la première fois, tu apprends à ses enfants à garder de la rancune. Pas une seule fois elle n'a demandé comment ils se sentaient. Au moment où j'ai quitté le travail, mon téléphone affichait 83 appels manqués de Dana. Exactement 83. Je me suis assise dans ma voiture garée et j'ai fixé le chiffre. Quand mes enfants avaient quitté sa maison à 22 heures, Dana avait appelé 2 fois. Quand son argent n'était pas arrivé, elle avait appelé 83 fois. Cette comparaison répondait à une question que j'avais passé ma vie à éviter. L'urgence de Dana n'était pas créée par le fait de nous perdre. Elle était créée par la perte de l'accès à ce que je fournissais. Je n'ai pas rappelé. Au lieu de cela, j'ai envoyé un message écrit, j'ai annulé le virement avant qu'il ne soit traité. Je ne le rétablirai pas. Caleb et Lucy ne seront pas placés en dessous des autres membres de la famille pour être ensuite censés sacrifier leur avenir afin de préserver ton confort. Communique avec moi par écrit à partir de maintenant. Sa réponse est arrivée presque immédiatement, tu me prends ma maison à cause d'histoires de couchage. Puis Brooke a encore appelé. Cette fois, j'ai répondu. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, a-t-elle exigé avant que je ne puisse parler. Maman peut à peine respirer. Si elle a une urgence médicale, appelle les services d'urgence. Tu sais très bien ce que je veux dire. Je sais qu'elle attendait de l'argent qui m'appartenait. Tu l'avais promis. J'avais accepté d'aider en me basant sur ce que je croyais être notre relation. Oh, s'il te plaît. Tout ça c'est à cause du sol. C'est à cause d'un système familial où tu reçois chaque confort et où je reçois chaque obligation. Brooke a poussé un court rire amer. Alors c'est de la jalousie. Ça t'a toujours dérangé que maman et moi soyons proches. Ce qui me dérange, c'est que maman a emprunté sur sa maison pour toi, et maintenant vous pensez toutes les deux que mes enfants devraient renoncer à leur avenir pour réparer ça. Il y a eu un bref silence. Brooke a baissé la voix. Maman te l'a dit. Elle m'en a dit assez. Alors tu sais que mon entreprise a eu une année difficile. Je sais que tu as promis de la rembourser. Je la rembourse. Combien as-tu payé le mois dernier? Ce ne sont pas tes affaires. Tu en as fait mes affaires quand tu t'attendais à ce que je couvre le manque à gagner. Je ne t'ai jamais rien demandé. Tu t'es tenu là à rire pendant que la femme qui sauvait la maison de ta mère s'entendait dire de mettre ses enfants par terre. Brooke a inspiré brusquement. Écoute-toi. Tu as l'air folle. Non, j'ai l'air d'en avoir fini. J'ai raccroché. Jusqu'alors, Dana m'avait décrit la crise par fragments. 18 mois plus tôt, Brooke voulait agrandir sa boutique. Elle prévoyait de louer un local plus grand, d'augmenter le stock et de créer une zone de préparation des commandes en ligne. Un financement traditionnel aurait exigé des documents que l'entreprise ne pouvait pas fournir. Les ventes étaient inconstantes et Brooke accumulait déjà des dettes. Dana était intervenue. Elle avait emprunté en donnant la maison en garantie. Brooke décrivait l'argent comme temporaire. Une fois que l'agrandissement augmenterait le chiffre d'affaires, elle rembourserait Dana mensuellement. Dana l'avait cru parce qu'elle avait toujours traité l'assurance de Brooke comme une preuve. L'agrandissement n'avait pas généré les revenus promis.
Les dépenses avaient augmenté. Les ventes n'avaient pas suffisamment progressé pour les couvrir. Brooke avait effectué quelques paiements partiels, en avait manqué d'autres, et avait répété à Dana que la saison suivante serait meilleure. Dana avait covered ce qu'elle pouvait sur son salaire. Après la retraite, cela est devenu impossible. Au moment où elle m'a avoué la situation, le prêt était en souffrance et le prêteur avait émis un montant de régularisation, 58 600 $. Dana n'avait pas expliqué au départ que la majeure partie de l'argent emprunté était allé à Brooke. Elle avait dit qu'elle avait fait des choix pour aider la famille. J'ai découvert le reste en examinant les relevés de compte qu'elle m'avait envoyés. Même alors, j'avais accepté d'aider. Je me disais que Dana avait fait une erreur par amour. Je me disais que l'échec de l'entreprise de Brooke était regrettable, pas malveillant. Je me disais que préserver la maison importait plus que d'attribuer le blâme. Le virement allait consommer la majeure partie des économies que j'avais destinées à un apport personnel, mais je croyais pouvoir les reconstituer. Ce que je n'avais pas envisagé, c'était ce que mon accord enseignait à Dana et Brooke. Dana apprenait qu'elle pouvait risquer sa maison pour Brooke parce que j'en absorberais la conséquence. Brooke apprenait que son échec pouvait retarder la sécurité de mes enfants sans exiger le moindre changement dans son propre comportement. J'étais la seule personne à qui l'on demandait de traiter cette crise comme une urgence. Ce soir-là, Dana m'a renvoyé des copies des avis du prêteur, comme si j'avais oublié les chiffres. La date limite de régularisation approchait. Si elle ne remédiait pas au défaut, le prêteur poursuivrait ses recours. Sous les documents, Dana a écrit « Il n'y a pas d'autre option ». Mais il y avait une autre option. La maison avait une valeur nette importante. La vendre volontairement ferait mal. Dana perdrait l'endroit où elle avait vécu pendant plus de 20 ans. Elle devrait accepter une maison plus petite et une version différente de la retraite. Mais la vente pourrait rembourser la dette garantie et lui laisser de l'argent pour une transition stable. Dana n'était pas confrontée à une situation inévitable de sans-abrisme. Elle était confrontée à la perte de la vie exacte qu'elle préférait. Pendant des années, ma famille avait traité mes sacrifices comme pratiques et leurs sacrifices comme impensables. J'ai envoyé un autre message, mets la maison en vente avant que le prêteur ne prenne le contrôle du calendrier. Protège la valeur nette qu'il te reste. Sa réponse est arrivée en majuscule, c'est aussi la maison d'Eton père. Mon père était parti depuis des années, mais Dana l'invoquait chaque fois qu'elle avait besoin d'une autorité morale. J'ai fermé les yeux et j'ai entendu sa voix aussi clairement que s'il était assis à côté de moi. Il avait aimé cette maison. Il avait réparé le porche, planté les arbres et mesuré nos tailles contre le cadre de la porte du garde-manger. Pendant plusieurs minutes, le chagrin a affaibli chaque limite que j'avais construite. Puis je me suis rappelé que mon père avait aussi aimé Caleb et Lucie. Dana me demandait de transformer sa mémoire en une dette que mes enfants devaient payer. J'ai refusé. Au cours des jours suivants, la pression s'est étendue au-delà de Dana et Brooke. Une tante m'a envoyé un message disant que les mères méritent de l'indulgence. Un cousin m'a demandé comment je pouvais placer l'argent au-dessus de la famille. Un autre parent m'a averti que je regretterais d'avoir détruit la maison où nous avions grandi. Les messages semblaient différents, mais la plupart répétaient la même version des faits. Elena s'était mise en colère pour un sac de couchage et avait annulé le paiement, laissant sa mère âgée devenir sans abri. Dana avait effacé la dette de Brooke, l'avenir de mes enfants, la valeur nette disponible et ses propres choix de son récit. Elle avait réduit l'histoire jusqu'à ce que j'apparaisse comme cruel. Je n'ai pas lancé de campagne publique pour me défendre. Je n'ai pas distribué ses documents financiers ni exposé les dossiers commerciaux de Brooke. J'ai envoyé une seule réponse aux proches qui m'ont contacté, Dana a des options qui la protègent du sans-abrisme. Je ne suis pas responsable de discuter de ses finances sans son consentement. Ma décision est définitive. S'il vous plaît, ne contactez pas mes enfants et ne les impliquez pas dans ce différend. Certains l'ont respecté. D'autres ont interprété la confidentialité comme de la culpabilité. Cela a fait plus mal que ce à quoi je m'attendais. J'avais passé des années à me bâtir une réputation de personne fiable. En quelques jours, Dana avait transformé ce passé en preuve contre moi. Si j'avais toujours aidé, raisonna-t-il, refuser maintenant devait signifier que j'étais devenu égoïste. C'était le piège caché derrière le fait d'être dépendable. Plus vous sauvez les gens de manière constante, plus votre première limite apparaît offensante. À la maison, j'ai essayé de tenir le conflit à l'écart de Caleb et Lucie, mais les enfants remarquent les changements d'atmosphère.
Caleb m'a vu retourner mon téléphone pendant le dîner. Est-ce que mamie appelle toujours? Pas autant. Est-ce qu'elle est toujours fâchée? Oui. Parce qu'on est parti? Parce que j'ai pris une autre décision après notre départ. Il a attendu. Je n'avais aucune intention d'expliquer des défauts de paiement de prêt à un enfant de 8 ans, mais je ne voulais pas non plus que le secret le fasse se sentir responsable. Mamie m'a demandé beaucoup d'argent, ai-je dit. J'avais accepté de lui donner. Après ce qui s'est passé, j'ai décidé que l'argent devait rester ici pour notre famille. L'expression de Caleb est devenue inquiète. Est-ce que mamie est pauvre maintenant? Non. Est-ce qu'elle va perdre sa maison? Elle va peut-être devoir la vendre. Son visage s'est décomposé. Parce que je n'ai pas dormi par terre? C'était là. La conséquence que la version de l'histoire de Dana finirait par faire peser sur lui. J'ai rapproché ma chaise. Non, écoute-moi attentivement. Mamie a pris des décisions financières avant notre arrivée. Ces décisions ont créé le problème. Lucie et toi n'avez pas créé ce problème. Partir de la maison ne l'a pas créé. Ma décision est la mienne, pas la vôtre. Mais si nous étions restés, le problème existerait toujours. J'aurais simplement utilisé de l'argent qui nous était destiné pour le faire disparaître pour elle. Il a regardé son assiette. Est-ce que tu veux lui donner? Une partie de moi voulait dire non immédiatement. Au lieu de cela, je lui ai donné la réponse honnête. Je veux que mamie soit en sécurité. Je veux aussi que Lucie et toi soyez en sécurité. J'apprends que je n'ai pas besoin de détruire l'un pour prouver que je tiens à l'autre. Il a hoché la tête lentement. Cette conversation a clarifié quelque chose que je n'avais pas compris. Si je rétablissais le virement parce que Caleb se sentait coupable, je lui apprendrais que son inconfort avait mis en danger la maison de mamie. Il porterait la responsabilité d'une dette d'adulte dont il n'avait jamais connu l'existence. Le protéger signifiait maintenir la limite même lorsqu'il la remettait en question. Le lendemain matin, j'ai envoyé un autre message écrit à Dana, ne discute pas de la maison, du virement ou de l'annulation avec Caleb ou Lucie. Ne leur dis pas que ma décision a causé ta situation financière. Tout contact futur avec eux sera supervisé et dépendra de ton respect de cette limite. Dana a répondu, tu utilises mes petits-enfants pour me contrôler. J'ai écrit, non, je les protège d'un conflit d'adultes. Elle n'a pas répondu pendant plusieurs heures. Puis elle a envoyé, ta sœur ne me ferait jamais ça. Cette phrase ne produisait plus la réaction qu'elle attendait. Brooke ne l'aurait jamais fait parce que Brooke n'avait jamais été placé dans la position de financer les décisions de tout le monde. Brooke a appelé ce soir-là depuis un autre numéro après que j'ai cessé de répondre au sien. Maman dit que tu lui as interdit de voir les enfants. J'ai mis fin aux visites non supervisées et pour la nuit. C'est la même chose. Ce n'est pas la même chose. Tu punis tout le monde. J'établis des limites. Arrête d'utiliser un langage de thérapie pour justifier une vengeance. Ce n'est pas de la vengeance. Je n'ai rien pris à aucune de vous. Tu as repris l'argent que tu avais promis. Il ne vous a jamais appartenu. C'était pour maman. C'était pour réparer une dette créée pour ton entreprise. Sa voix s'est tendue. Tu te crois meilleur que moi parce que tu as des économies. Non, je pense que tu devrais participer à la résolution du problème que tu as aidé à créer. Mon entreprise ne peut pas s'offrir 58 000 $. Mes enfants non plus. Ce sont des enfants. Et ils n'ont pas besoin d'une maison tout de suite. La phrase s'est posée entre nous. Brooke ne l'a entendue qu'après l'avoir dite. J'ai gardé une voix calme. Ta famille avait besoin de la chambre d'amis. Ton fils avait besoin du lit de jour. Ton entreprise avait besoin de la valeur nette de maman. Maman a besoin de mes économies. Et mes enfants, selon toi, peuvent attendre pour tout. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est exactement ce que tu voulais dire. Tu déformes mes propos. Je n'ai pas besoin de les déformer. J'ai raccroché. Le mari de Brooke m'a contacté le lendemain. Trevor n'a pas défendu l'arrangement pour le coucher. Il ne s'est pas non plus excusé d'être resté silencieux. Son message était bref, j'essaie de comprendre les chiffres réels. Brooke dit que ton virement était le seul plan. Est-ce vrai? J'ai répondu avec la même brièveté, Dana peut vendre volontairement et protéger la valeur nette restante. Brooke a les informations sur le prêt,
a répondu Trevor plusieurs heures plus tard. Compris. Cette réponse était importante parce que c'était le premier signe que le foyer de Brooke ne me traiterait plus comme la seule solution disponible. Jusqu'alors, Trevor avait bénéficié de l'arrangement familial en l'évitant. Dana protégeait Brooke. Je réparais les problèmes de Dana. Trevor gardait ses finances séparées et restait silencieux. Mon annulation a rapproché la conséquence de lui. Le silence devenait plus coûteux. 2 jours plus tard, Dana m'a envoyé ce qu'elle a appelé des excuses. Je suis désolé que les arrangements pour dormir aient blessé tes sentiments. J'essayais de rendre tout le monde confortable. J'aurais dû mieux l'expliquer. S'il te plaît, rétablis le virement et nous pourrons discuter du reste après la date limite. J'ai lu le message 3 fois. Il n'y avait aucune reconnaissance du fait qu'elle avait donné tous les lits disponibles à la famille de Brooke. Aucune reconnaissance du fait que Lucy avait 5 ans, aucune reconnaissance du fait que Caleb avait compris le favoritisme, aucune reconnaissance du fait que Dana s'attendait à ce que les enfants dont je sacrifiais l'avenir acceptent le sol. Elle était désolée que mes sentiments aient interféré avec son paiement. J'ai répondu, des excuses ne sont pas une reconnaissance si elles décrivent ta décision délibérée comme mon malentendu. Tu as attribué les lits en fonction de qui tu croyais être le plus important. Tu t'attendais à ce que mes enfants acceptent ce qui restait. Rétablir le virement n'est pas une condition pour réparer notre relation. Dana a appelé immédiatement. J'ai laissé sonner. Puis elle a écrit, que veux-tu que je dise? J'ai répondu, ne dis que ce que tu penses. Si tu ne penses pas que la façon dont tu les as traités était mauvaise, ne joue pas les excuses pour obtenir de l'argent. Son message suivant est arrivé 5 minutes plus tard, je ne peux pas croire que tu me laisserais tout perdre parce que j'ai choisi la mauvaise chambre. J'ai tapé une réponse, l'ai effacée et réessayé, tu n'es pas confronté à cela parce que tu as choisi la mauvaise chambre. Tu y es confronté parce que tu as emprunté sur ta maison, caché la gravité du défaut de paiement et supposé que je céderais mes économies. La chambre m'a montré que te sauver ne changerait pas la façon dont tu nous considères. Elle n'a pas répondu ce soir-là. Pour la première fois depuis la découverte de l'annulation, Dana a cessé d'appeler. Le silence aurait dû sembler paisible. Au lieu de cela, il m'a effrayé. Sans savoir remplissant chaque heure, mon imagination a pris le dessus. Je la voyais seule à la table de la cuisine, entourée des avis du prêteur. Je voyais les marques rouges sur le cadre de la porte du garde-manger où mon père avait inscrit nos tailles d'enfants. Je voyais un inconnu retirer la balançoire du Porsche qu'il avait construite. J'ai rouvert l'application bancaire. Mes économies restaient intactes. Créer un nouveau virement n'aurait pris que quelques minutes. C'était la vérité difficile sur les limites, en maintenir une exigeait souvent de répéter la même décision après que la colère qui avait créé la clarté s'était dissipée. Je n'avais plus le rire de Brooke dans les oreilles. J'avais la peur de ma mère. La compassion rendait la capitulation raisonnable. Mais la compassion sans jugement avait créé ce système. J'ai réexaminé les documents. La valeur de la propriété dépassait les soldes garantis. Dana avait une sortie douloureuse mais survivable. Une vente volontaire préserverait une plus grande partie de sa valeur nette que de laisser le processus du prêteur avancer. Elle n'avait pas besoin de mon argent pour vivre. Elle en avait besoin pour éviter de changer. Ce n'était pas la même chose. J'ai envoyé un message pratique, tu as encore le temps de mettre le bien en vente et de contrôler la transaction. Attendre réduira tes options. Je ne financerai pas la régularisation, mais j'espère que tu protégeras ta valeur nette. Dana a répondu le lendemain matin, je n'ai pas besoin de conseils financiers de la fille qui me fait ça. La date limite s'est rapprochée. L'activité de Brooke sur les réseaux sociaux s'est arrêtée. Dana a annulé la fête de retraite qu'elle avait planifiée. Les proches qui m'avaient accusé de surréagir sont devenus plus silencieux en apprenant que la dette impliquait l'entreprise de Brooke. Dana n'a pas corrigé l'histoire de son plein gré, mais les crises financières résistent au récit simple. Finalement, les gens ont commencé à demander pourquoi Brooke n'aidait pas. Cette question a déstabilisé la hiérarchie familiale plus que tout ce que j'aurais pu dire. Brooke m'a encore appelé. Trevor veut qu'on paye les frais de déménagement de maman. Ça ressemble à quelque chose que tu devrais discuter avec Trevor. Il a eu cette idée par toi. J'ai dit à Trevor que maman avait de la valeur nette et pouvait vendre. Je ne lui ai pas dit comment gérer votre foyer. Il dit que si maman perd la maison à cause de ma boutique, alors nous devons l'aider. La maison est en danger parce que maman a emprunté et que tu n'as pas remboursé.
Tu rends toujours tout si simple. Non, je rends la responsabilité spécifique. Elle est devenue silencieuse. Puis elle a dit, si maman vend cette maison, plus rien ne sera jamais pareil. Je sais. Ça ne te fait rien? Bien sûr que si. Tu n'as pas l'air affecté. Je n'ai pas besoin de m'effondrer pour que mes sentiments soient réels. La voix de Brooke s'est aigrie. Tu voulais ça. Tu voulais que maman voie que je suis un échec. Non, je voulais que maman voie que j'étais sa fille, moi aussi. Brooke n'a rien dit. Pendant un court instant, j'ai pensé qu'elle comprendrait peut-être. Puis elle a répondu, ça ne la fera pas t'aimer plus. La cruauté était précise parce qu'elle contenait la peur que je n'avais jamais admise à voix haute. J'avais accepté le virement, en partie parce que j'espérais que me rendre indispensable me rendrait enfin égal. Annuler signifiait accepter que l'argent ne pouvait pas acheter ce que je voulais. Tu as raison, ai-je dit. Cela ne le fera pas. J'ai raccroché. Cette conversation a changé le conflit pour moi. Jusqu'alors, une partie cachée de moi imaginait encore que Dana reviendrait avec de parfaites excuses et réparerait tout. J'imaginais encore Brooke admettant le schéma et me demandant comment elle pouvait se racheter. Mais les limites ne pouvaient pas dépendre de la transformation des autres. Je devais les choisir en me basant sur ce qu'ils s'étaient montrés être. La veille de la date limite du prêteur, Dana a appelé une seule fois. J'ai répondu. Sa voix semblait plus petite que dans les messages vocaux. Tu vas vraiment laisser venir demain sans régler ça? Je ne rétablirai pas le virement. C'est la dernière chance. Je comprends. Tu continues de dire ça comme si tu parlais d'une date limite de bureau. C'est notre maison. C'est ta propriété, maman. C'était la maison de ton père. Je sais. Il a travaillé toute sa vie pour elle et tu as emprunté dessus. J'ai fait ça pour aider ta sœur. Tu as pris cette décision parce que la famille est de la famille. Alors Brooke doit t'aider. Elle n'a pas l'argent. Moi non plus. Pas sans le prendre sur l'avenir que j'ai prévu pour mes enfants. Tu peux à nouveau en gagner. Les mots étaient si familiers qu'ils faisaient à peine mal. Dana croyait que mes sacrifices étaient renouvelables parce que j'étais compétente. Si je perdais des années de progrès, je pouvais travailler plus dur. Si je me sentais négligé, je pouvais être mature. Si mes enfants recevaient moins, ils pouvaient s'adapter. L'inconfort de Brooke était immédiat. Le mien était récupérable. Maman, vendre la maison ne te laissera pas sans rien. Tu n'en sais rien. J'ai examiné les soldes que tu m'as envoyés. Le marché pourrait changer. La vente pourrait prendre des mois. Où suis-je censé aller? Dans un endroit plus petit que tu peux te permettre. Donc je suis censé passer ma retraite dans un petit appartement pendant que tu es assise sur près de 60 000 $? Ce n'est pas de l'argent que j'ai trouvé. Je l'ai économisé. Pourquoi faire? Une plus jolie maison? Pour un foyer sûr où Caleb et Lucie ont chacun une place qui leur appartient. Ils ont déjà un endroit où vivre. Toi aussi. Ce que tu risques de perdre, c'est la maison particulière que tu préfères. Elle a commencé à pleurer, pas fort. Dana perdait rarement le contrôle complètement. Ses pleurs semblaient fatiguées et effrayées. Pendant plusieurs secondes, aucune de nous n'a parlé. Puis elle a dit, « Ton père aurait honte de toi. » La phrase a frappé exactement là où elle le voulait. Ma gorge s'est serrée. J'ai imaginé mon père à la table de la cuisine équilibrant les factures du foyer. J'ai imaginé mon père portant Lucie endormie pendant l'une de ses dernières visites. Je me suis rappelé à quel point il prenait les promesses au sérieux. Pendant un moment, j'ai failli dire à Dana que je réétudierais la question. Puis un autre souvenir a fait surface, mon père apprenant à Caleb à faire du vélo, faisant du jogging à côté de lui avec une main sous la selle. Quand Caleb était tombé, mon père ne l'avait pas fait avoir honte d'avoir besoin d'aide. Il s'était agenouillé, avait vérifié ses genoux et lui avait dit qu'avoir peur ne voulait pas dire qu'il devait abandonner le contrôle. Dana ne possédait pas la mémoire de mon père. Elle ne pouvait pas parler en son nom simplement parce qu'il n'était plus présent pour désapprouver. J'aimais papa, ai-je dit. Je ne l'utiliserai pas comme une raison d'apprendre à mes enfants qu'ils comptent moins. Tu choisis l'argent plutôt que ta mère. Non, je refuse de choisir ta maison plutôt que mes enfants. Si tu laisses passer cette date limite, ne t'attends pas à ce que je te pardonne. C'est ta décision.
Elle a cessé de pleurer. Sa voix est devenue froide. Tu as changé. Oui, ai-je dit en le pensant vraiment. Nous avons mis fin à l'appel sans nous dire au revoir. Cette nuit-là, j'ai mal dormi. À 2h13 du matin, j'ai ouvert mon application bancaire. Le solde était toujours là. J'ai imaginé créer le virement, appeler Dana et mettre fin au conflit. Les proches me féliciteraient d'être revenus à la raison. Brooke retournerait à ses affaires. Dana garderait la maison. La famille reprendrait son fonctionnement, mais rien ne serait vraiment résolu. Dana apprendrait qu'une pression suffisante pouvait inverser mes limites. Brooke apprendrait que la responsabilité était temporaire. Caleb apprendrait que la détresse de mamie importait plus que sa propre dignité. Lucie apprendrait que même quand quelqu'un lui donnait le sol, sa mère donnerait quand même à cette personne l'avenir qui lui était destiné. J'ai reposé le téléphone. La date limite est passée. Il n'y a pas eu de son dramatique, pas d'annonce, pas d'expulsion immédiate de la maison. Le lundi est simplement devenu mardi et l'argent est resté sur mon compte. Le prêteur a poursuivi le processus créé par le défaut existant. Le sauvetage préféré de Dana avait disparu. Pendant plusieurs jours, elle ne m'a pas contacté. Brooke non plus. Le calme semblait inhabituel. Je m'attendais à une autre campagne, un autre proche ou une autre urgence. Au lieu de cela, la réalité pratique est entrée dans l'espace où je me tenais toujours. Dana a parlé avec un agent immobilier. Elle a mis la maison en vente. Quand j'ai vu les photographies de l'annonce, le chagrin est venu si soudainement que j'ai dû fermer la porte de mon bureau. Le salon semblait plus petit que dans mes souvenirs. La table de la salle à manger, où mon père découpait les dindes de Thanksgiving, avait été cirée jusqu'à refléter le lustre. La balançoire du porche apparaissait sur une photographie sous les arbres qu'il avait plantés. Puis j'ai vu le lit de jour du bureau, la chambre d'amis, le sol du salon. La maison gardait de bons souvenirs. Elle gardait aussi le moment où mes enfants avaient appris le peu d'espace que la famille s'attendait à ce qu'ils occupent. Les deux vérités pouvaient exister en même temps. Je n'ai pas célébré la mise en vente. Je n'ai pas envoyé de message à Dana pour lui dire que je l'avais averti. Je suis rentré à la maison, j'ai aidé Caleb pour ses devoirs et j'ai écouté Lucie expliquer un dessin qu'elle avait fait. Notre soirée ordinaire semblait avoir plus de valeur que d'avoir raison. Vendre la maison a forcé Dana et Brooke à parler ouvertement d'argent pour la première fois. Brooke ne pouvait pas rembourser le prêt, mais Trevor a refusé de la laisser continuer à faire comme si la dette n'avait rien à voir avec leur foyer. Ils ont accepté de contribuer aux frais de déménagement et de transaction de Dana. Brooke l'a fait à contre-cœur. Elle a dit aux proches qu'Elena avait forcé sa famille à des difficultés financières, mais elle a payé parce que Trevor n'était plus prêt à regarder mes économies servir de mur protecteur autour de leurs décisions. La maison a reçu une offre. Dana a rejeté la première parce qu'elle la trouvait trop basse. Le calendrier du prêteur rendait l'attente dangereuse. Finalement, elle a accepté une autre offre qui lui permettait de rembourser la dette garantie et de préserver une partie de la valeur nette restante. Elle n'est pas devenue sans abri. Elle n'a pas tout perdu. Elle a perdu la maison. Ses conséquences comptaient, et j'ai refusé de les minimiser simplement parce qu'elle prouvait que ma décision avait été proportionnée. Dana a emménagé dans un appartement en location plus petit. Il avait moins de pièces, des coûts mensuels inférieurs et aucun du statut qu'elle associait à l'ancienne maison. Brooke a aidé pour le déménagement. Trevor a payé une partie des frais. Je n'y ai pas assisté. Dana a envoyé un message pendant qu'elle faisait ses cartons, j'ai trouvé le cadre photo de Lucie. Dis-lui que je l'ai gardé. J'ai montré le message à Lucie. Mamie l'a toujours. Oui. Est-ce qu'elle va mettre sa nouvelle photo dedans? Je ne sais pas. Peut-être. Lucie a souri. La simplicité de sa réponse m'a rappelé que les enfants laissent souvent de la place pour l'amour longtemps après que les adultes ont transformé l'amour en compétition. Je ne voulais pas lui apprendre la haine. Je voulais lui apprendre le discernement. Le déménagement de Dana n'a pas restauré notre relation. Une fois l'urgence passée, nous sommes entrés dans une longue période de communication limitée. Elle envoyait des vœux pour les fêtes. Je répondais poliment. Elle demandait des nouvelles des enfants. Je répondais sans lui donner d'accès direct. Lorsqu'elle a demandé une visite, je lui ai dit que j'avais besoin de temps et d'un respect constant avant que cela ne puisse se produire.
Elle m'a accusé une fois de continuer à la punir. J'ai répondu, une conséquence n'est pas une punition continue simplement parce que la confiance n'est pas revenue selon ton calendrier préféré. Après cela, elle a cessé d'insister pendant plusieurs semaines. Brooke ne s'est jamais excusé. Son dernier long message m'accusait d'avoir brisé la famille, d'avoir humilié Dana, d'avoir impliqué les enfants dans un problème d'adulte et d'avoir utilisé l'argent pour prouver que j'étais supérieur. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai archivé sans répondre. Pour la première fois de ma vie, j'ai accepté que chaque accusation ne nécessitait pas une défense. Brooke et moi sommes devenus distantes. Il n'y a pas eu de déclaration dramatique d'éloignement permanent. Nous avons simplement cessé de participer à l'ancien cycle. Je ne résolvais plus ses problèmes. Elle n'avait plus accès à moi, sauf par des messages auxquels je pouvais choisir de ne pas répondre. Trevor envoyait occasionnellement des nouvelles neutres sur la situation pratique de Dana. Son mariage avec Brooke a continué, mais il est devenu moins enclin à ignorer le coût de ses décisions. La famille ne s'est pas transformée en un système plus sain du jour au lendemain. Elle est devenue un système sans moi pour absorber chaque conséquence. Plusieurs mois après la vente de la maison, Dana a demandé à me voir seule. Pas d'enfants, pas de proches, pas de discussion d'argent. Nous nous sommes rencontrés en journée dans un café calme à mi-chemin de nos domiciles. Quand Dana est entrée, elle semblait plus âgée que pendant le week-end de retraite. Pas frêle, pas détruite, simplement changée par une année où ses certitudes avaient cessé de la protéger. Elle s'est assise en face de moi et a posé ses mains autour d'une tasse qu'elle a à peine touchée. Pendant plusieurs minutes, nous avons discuté de choses neutres. Puis elle a dit, j'ai essayé de décider si m'excuser maintenant signifierait quelque chose. Cela dépend de ce pourquoi tu t'excuses. Elle a baissé les yeux vers les sacs de couchage. J'ai attendu. Dana a continué, je savais que Brooke et Trevor voulaient la chambre d'amis. Mason s'est plaint de dormir par terre. J'ai supposé que tes enfants seraient plus faciles. C'était là. Pas de la confusion, pas une mauvaise communication, une décision basée sur qui résisterait et qui s'adapterait. Tu as supposé que nous accepterions moins, ai-je dit. Oui. Pourquoi? Parce que tu l'as toujours fait. La réponse a fait mal, mais elle était honnête. Dana m'a regardé. Je me suis dit que tu étais plus forte. Je me suis dit que les enfants étaient jeunes et ne s'en soucieraient pas. Puis je me suis dit que tu les utilisais comme excuse parce que tu étais en colère contre Brooke. Et maintenant? Maintenant je pense que j'étais en colère parce que tu as arrêté de faire ce que je dépendais de toi pour faire. Elle a marqué une pause. J'ai appelé 83 fois pour l'argent. J'ai appelé 2 fois quand vous êtes parti. Je ne lui avais jamais dit que j'avais fait cette comparaison. Elle l'avait découverte elle-même. J'ai remarqué cela plus tard, a-t-elle dit. J'aimerais pouvoir l'expliquer d'une manière qui me fasse paraître meilleure. Pourquoi as-tu emprunté l'argent pour Brooke? Parce que je pensais pouvoir la protéger assez longtemps pour que l'entreprise fonctionne. Et pourquoi t'attendais-tu à ce que je répare cela? Parce que tu le pouvais généralement. Ce n'est pas la même chose que d'avoir le droit de l'attendre. Je sais. Elle a pris une respiration. J'ai traité Brooke comme la fille qui avait besoin de moi et toi comme la fille dont j'avais besoin. Je pensais que compter sur toi était du respect. Je n'avais pas compris que j'avais fait de ton utilité le prix de ta place dans la famille. Les excuses n'ont pas restauré mon enfance. Elles n'ont pas effacé Lucie s'agenouillant à côté du sac de couchage ni Caleb demandant si mamie perdrait sa maison parce qu'il avait refusé le sol. Mais Dana ne demandait plus d'argent. Il n'y avait pas de date limite. Il n'y avait rien qu'elle pouvait obtenir en disant ces mots, si ce n'est la possibilité d'une relation plus petite, plus honnête. Je suis désolé, a-t-elle dit. Je suis désolé d'avoir traité Caleb et Lucie comme s'ils allaient être reconnaissants pour ce qui restait. Je suis désolé d'avoir attendu de toi que tu sauves la maison après t'avoir montré que je ne faisais pas une place égale à ta famille. Et je suis désolé de t'avoir blâmé pour des conséquences que Brooke et moi avions créées. J'ai senti les larmes monter, mais je n'ai pas laissé le moment se transformer en une réconciliation instantanée. Merci de le dire clairement. Est-ce que tu me pardonnes? Je ne veux pas de vengeance contre toi, mais le pardon ne restaure pas la confiance automatiquement. Dana a hoché la tête. Je comprends. J'ai besoin de voir de la régularité. D'accord. Les enfants ne passeront pas la nuit chez toi. Son expression s'est tendue brièvement,
puis s'est adoucie. D'accord. Les visites se feront de jour et je serai présente. D'accord. Si l'un des enfants est comparé à Mason ou fait sentir moins important, la visite prend fin. Dana semblait blessée, mais elle n'a pas discuté. Je comprends. C'est ainsi que notre réconciliation limitée a commencé. Pas avec une étreinte dramatique. Pas avec la famille reprenant sa forme ancienne, mais avec des conditions, avec de l'observation, avec la compréhension que la biologie donnait à Dana un lien avec mes enfants, pas une autorité sans restriction sur eux. La première visite de jour a duré moins de 2 heures. Dana a apporté le cadre photo que Lucie avait fait. Cette fois, il contenait une photographie de Dana avec ses 3 petits-enfants plutôt qu'avec Mason seul. J'ai remarqué l'effort. J'ai aussi observé attentivement. Quand Lucie parlait, Dana écoutait. Quand Caleb a refusé un câlin, Dana ne l'a pas fait culpabiliser. Quand elle a donné aux enfants de petits cadeaux, ils étaient comparables en attention et en valeur. Une visite appropriée ne prouvait pas un changement permanent, mais c'était un début. Brooke n'a pas participé. Elle croyait que mes conditions étaient insultantes et a refusé de passer une audition pour une place dans ma vie. J'ai accepté sa décision. La distance était plus saine qu'une réconciliation sans responsabilité. Pendant ce temps, les 58 600 $ restaient là où je les avais laissés. Je ne les ai pas dépensés de manière impulsive. Je ne les ai pas utilisés pour démontrer que j'avais gagné. J'ai continué à travailler et à économiser. Le projet immobilier que la crise de Dana avait failli effacer a progressé progressivement. J'ai revu mon budget, protégé une réserve d'urgence et attendu que l'achat adéquat devienne possible. Finalement, j'ai trouvé une maison mitoyenne modeste de 3 chambres. Ce n'était pas grandiose. La cuisine avait besoin d'être rafraîchie. Le jardin arrière était petit. La lumière du couloir faisait un léger bourdonnement jusqu'à ce que je remplace l'ampoule. Mais c'était stable, abordable et à nous. Le jour où je l'ai dit aux enfants, Lucie a posé une question, est-ce que j'ai une chambre? Oui. Rien qu'à moi. Rien qu'à toi. Elle a couvert sa bouche avec ses 2 mains et a ri. Caleb a essayé d'avoir l'air composé, mais j'ai vu son sourire. Est-ce que je peux choisir laquelle? Tu peux choisir entre les 2 plus petites chambres. Est-ce que Lucie a l'autre? Oui. Et personne ne peut la donner à quelqu'un d'autre quand on a des invités? La question m'a rappelé que les enfants portent les expériences longtemps après que les adultes les ont déclarées terminées. Personne ne prendra ta chambre pour un invité. Le jour du déménagement, Caleb a scotché une pancarte écrite à la main sur sa porte. Lucie a disposé des peluches sur son lit et a placé le cadre fleuri sur sa commode. Chaque chambre était petite. Chaque chambre appartenait complètement à l'enfant qui y dormait. Dana nous a rendu visite une fois après notre installation. Elle est restée pour l'après-midi et est partie avant l'heure du coucher, respectant la limite sans me demander de la changer. Elle s'est tenue sur le pas de la porte de Lucie et a regardé la photo encadrée. « Tu l'as gardée ?» a-t-elle dit. Lucie a hoché la tête. « Tu as gardé la tienne aussi ?» Dana a souri, mais ses yeux se sont remplis de larmes. « Oui » a-t-elle dit. « Oui. » Nous n'avons pas discuté de l'ancienne maison. Nous n'en avions pas besoin. Le contraste était présent sans être exprimé. Des mois plus tard, un samedi pluvieux, Caleb a demandé si nous pouvions faire un camping dans le salon. Nous avons fait du pop-corn, déplacé la table basse et sorti 2 sacs de couchage. Pendant un moment, les voir étalés sur le sol a serré quelque chose dans ma poitrine. Lucie est montée dans le sien de son plein gré et l'a fermé jusqu'au menton. « C'est amusant », a-t-elle dit. Caleb a éteint les lumières et a utilisé une lampe de poche pour faire des formes sur le plafond. Les sacs de couchage ne signifiaient plus que quelqu'un d'autre avait décidé qu'il méritait moins. Ils signifiaient le choix. Ils signifiaient le jeu. Ils signifiaient une nuit sur le sol, suivie de la certitude de retourner dans des chambres qui leur appartenaient. Après que les enfants se furent endormis, je me suis assise à proximité et j'ai écouté la pluie contre les fenêtres. J'ai pensé à la maison de Dana. J'ai pensé au virement. J'ai pensé à ces 83 appels manqués. Pendant longtemps, j'ai cru que la chose la plus importante que j'avais faite cette nuit-là était d'annuler 58 600 $. Ce n'était pas le cas.
La chose la plus importante que j'ai faite a été d'arrêter d'apprendre à mes enfants que l'amour exigeait de qu'ils acceptent la place la moins confortable de la pièce. L'argent importait parce qu'il représentait des années de travail et un avenir que je voulais construire. Mais le véritable héritage que j'ai protégé était différent. Caleb ne grandirait pas en croyant que la paix dépendait de son silence, Lucie ne grandirait pas en croyant qu'être facile à négliger la rendait aimable, et je ne confondrais plus le fait d'être nécessaire avec le fait d'être apprécié. Lorsque le camping s'est terminé le lendemain matin, nous avons enroulé les sacs de couchage ensemble. Ce soir-là, Caleb est retourné dans sa chambre. Lucie est retournée dans la sienne. Longtemps après que la maison mitoyenne fut devenue calme, je me suis tenu dans le couloir entre leurs portes. Une douce veilleuse brillait à côté du lit de Lucie. Caleb s'était endormi avec un livre ouvert près de son oreiller. Les deux enfants étaient en sécurité. Tous deux avaient une place que personne ne pouvait réattribuer. Je ne les avais pas protégés en vainquant ma mère. Je les avais protégés en refusant de perpétuer un arrangement familial qui exigeait leur sacrifice. Pour la première fois de ma vie, le silence autour de moi ne ressemblait pas à du rejet. Il ressemblait à la paix.